Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour reparler de MLS après une dizaine de jours d'absence et pas de podcast. Pas mal de changements vont arriver dans le podcast, j'en parlerai à la fin pour vous expliquer. En tout cas, cet épisode du jeudi restera tel quel, on parlera actu MLS et présentation de la journée à venir. Et en parlant de ça, donc la journée à venir, c'est la 11e journée de MLS. On arrive donc au tiers du championnat de la phase régulière puisqu'il y a 34 journées et on va être au 11e match pour toutes les équipes, il n'y a pas de match en retard. C'est un championnat qui est assez serré quand même. Il n'y a pas vraiment d'équipes hormis peut-être les dernières de chaque conférence qui sont lâchées. Donc toutes les équipes ont encore quelque chose à espérer puisque de toute façon le championnat est encore très long. Écoutez, tout de suite on va y aller sans plus attendre sur les actus MLS de la semaine. C'est parti! Les Actu Club, comme je vous le disais, donc j'enregistre aujourd'hui, on est jeudi midi. N'oubliez pas d'aller me suivre sur X, donc Nelimbe. Vous aurez toutes les dernières infos qui vont sortir. Donc ce jeudi soir, c'est souvent là où il y a les dernières conférences de presse avant les matchs. Et comme d'habitude, je le répète, les rapports de disponibilité pour savoir quels joueurs seront absents ce week-end tombent le vendredi entre 23h et 1h du matin. Je poste tout sur mes réseaux. N'hésitez pas à me suivre donc sur X, Nelimbe, comme je vous l'ai dit. Et on va y aller tout de suite pour les infos. Donc là, l'info par laquelle on va commencer, c'est Seattle. Jordan Morris, la semaine dernière, qui avait repris le jeu, qui s'est blessé. Malheureusement, après déjà 6 semaines d'absence, il a rechuté. Très mauvaise nouvelle pour Seattle. Mais par contre, à l'inverse, ils ont retrouvé donc Rusnak qui devrait être titulaire ce week-end il est monté en puissance. Christian Roldan également. Jackson Ragen et Léo Burney travaillaient séparément avant-hier. Mais ils ont fait beaucoup de travail avec le ballon. Ça veut dire qu'ils sont plutôt proches d'un retour peut-être avec l'équipe. On rappelait un Ragen, c'était 4 à 6 semaines d'absence, donc on doit être déjà à 2 semaines. Donc c'est plutôt encourageant de voir qu'il est déjà en train de retoucher du ballon. Du côté de Chicago, Rummenigge Kwame, la recrue, est de retour à l'entraînement. Donc ils sont à peu près tous à l'entraînement à Chicago. Donc c'est une bonne nouvelle pour une équipe qui a pris, on rappelle, 7-2 contre Nashville le week-end dernier. Une grosse gifle à Nashville. On va passer désormais à DC United qui a été dans des rumeurs mercato avec Paul Pogba. Ils auraient les droits, et c'est même pas qu'ils auraient, c'est qu'ils ont les droits de découverte de Paul Pogba. Donc comme je l'ai expliqué sur un thread sur mon compte X, il y a de ça 10 jours, vous pouvez le retrouver, vous mettez droit de découverte. En fait, c'est que d'ici, ils sont prioritaires pour négocier avec Paul Pogba. Pogba, lui, a dit qu'il voudrait choisir son club d'ici la fin du mois de mai. Donc, il y a déjà des discussions, c'est pas forcément avancé, mais je pense que d'autres clubs vont vouloir se mettre sur le dossier concernant Pogba. Alors on sait que le joueur, le sportif, c'est un excellent joueur, on ne sait pas où il en est après cette longue absence, mais il y a aussi quelque chose, c'est au niveau de la billetterie et du sponsoring, de la vente de maillots, où ça peut être très intéressant. En parlant de ça, on va aller tout de suite sur Houston. Donc, Pat Onstad, le directeur sportif, a indiqué que s'il faisait une recrue cet été, ce serait une recrue de standing qui ferait vendre des maillots, qui remplirait le stade. Donc voilà, ils sont plutôt satisfaits du mercato qui a été fait. Moi, je l'ai dit le week-end dernier dans un de mes posts, je suis plutôt confiant avec Ben Olsen, qui est un excellent coach. Voilà, il y a Linger qui est arrivé, la recrue en DP, qui a joué ses 2 premiers matchs, alors des bouts de match, mais il a marqué 2 fois, c'est encourageant. Maglin, Arthur, Ponce qui prend le lead devant et qui est très bon. Franchement, non, moi je pense que cette équipe de Houston va être comme d'habitude très compliquée à jouer. Ils ont eu, mine de rien, des joueurs comme Carrasquilla, comme Michael, comme Herrera qui sont partis cet hiver. Donc c'est quand même que des joueurs cadres. Et ça prendra un peu de temps pour les remplacer. Mais Houston est toujours dans le coup. Bonne nouvelle pour eux parce que Sviatchenko, leur solide défenseur central, a prolongé jusqu'en 2026 avec une option pour 2027. Et concernant les retours des blessés, on a eu quelques infos. Donc Holmes serait à peu près à 2 semaines de reprendre, Enali à 7-8 semaines et Quinones, qui s'était fait les croisés l'année dernière, le jeune prodige sur le côté, est à 7-8 semaines pour revenir dans le groupe. Donc je pense qu'on le reverra d'ici cet été. Ça va faire du bien aussi tous les retours, hein. On rappelle, il y a eu beaucoup de blessés à Houston en plus des départs. Donc c'est toujours très intéressant de voir quand ça revient et que l'équipe fonctionne mieux puisqu'ils sont invaincus depuis maintenant 4 matchs.
Du côté de Minnesota, ils ont fait un très beau coup et le meilleur coup, je pense, des joueurs, on va dire, à aller chercher avant la fin du mercato, c'est Julian Gressel qui a signé jusqu'en 2026 avec une option pour 2027 et il devrait déjà être disponible contre Austin, a déclaré Eric Ramsey. Il a travaillé dur à Miami même s'il n'a pas joué, donc c'est toujours intéressant de savoir que le joueur avait une bonne condition physique. Kelvin Yeboah ne s'est pas entraîné mardi, on sait que la semaine dernière il a été touché à la cheville, il a pu continuer à jouer mais il est sorti au bout d'un moment. C'est pas particulièrement grave, il paraît. Il pourrait jouer ce week-end, donc à suivre en fonction de ce qu'on va avoir sur les dernières infos ce jeudi soir. Du côté d'Atlanta, Derrick Williams est de retour à l'entraînement. Gregerson et Muyumba sont toujours absents. On rappelle, hein, les deux se sont blessés en même pas 10 minutes le week-end de dernier. Et ça va manquer quand même parce qu'Atlanta, avec sa défense en gruyère et l'abattage de Muyumba au milieu, c'est des éléments qui sont ultra importants. Du côté de Miami qui s'est incliné encore cette nuit, troisième défaite de suite pour Miami hein, qui a perdu 3-1 en demi-finale retour de la CONCACAF Champions Cup face à Vancouver. Et Drake Callender a joué le week-end dernier mais apparemment rechute parce qu'il a dû aller voir un spécialiste. Du côté de Saint-Louis, il y a eu pas mal de nouvelles mercredi. Donc Lowen qui était absent pour blessure et raisons personnelles est de retour à l'entraînement avec l'équipe. Donc très bonne nouvelle. Burki a mis les gants et il a pu toucher le ballon. Donc très bonne nouvelle. Alm, Ride, Xande Silva, Joyner, ils s'entraînent avec le groupe. Les seuls absents, c'était Durkin qui s'entraînait à faire de la vitesse sur le côté, mais avec ballon, et Kessler qui courait tranquillement. Totland, bien sûr, est toujours absent. Du côté de Vancouver, on a Sorensen qui nous avait confirmé que André Koubas n'était que touché très légèrement à la cheville. Et bah, il n'y a pas eu d'inquiétude puisque cette nuit, il était dans l'équipe qui s'est imposé 3-1, on le répète, face à Miami. Voilà pour les dernières infos que j'ai pu récolter. J'ai eu pas mal de questions, je vais le dire ici. Benteke, j'ai pas eu d'infos sur lui, donc à surveiller ce qui va sortir ce soir. Benteke Peglo était absent la semaine dernière à DC, donc voilà, on va en parler un peu plus tard dans les match-ups. Et ben écoutez, après avoir vu les infos, je vous rappelle, hein, sur X, je vais tout repartager ce qu'il y aura ce soir. N'hésitez pas à me suivre, donc voilà. Et ben écoutez, on va partir tout de suite pour les match-ups du week-end. C'est parti. Impossible angle! Impossible is nothing to Danny Bouanga! On se retrouve donc pour évoquer la 11e journée, les différents matchs qu'il va y avoir, un peu différents d'habitude. Là, je vais vous développer les matchs dans l'ordre, tout simplement, c'est un peu plus simple pour suivre. Le premier match, on va y aller tout de suite, c'est Atlanta qui va recevoir Nashville à 20h45 samedi heure française, ce qui veut dire que ça va faire du 15h à Atlanta. Atlanta, vous savez que c'est mon équipe, mais ils sont à la rue complet. Le coach d'Elia ne trouve pas la solution et pourtant, pour moi, elle est clairement sous ses yeux. C'est un changement de système. Je ne sais pas pourquoi il s'entête avec son 4-3-3 qui ne fonctionne absolument pas. Atlanta est aujourd'hui à 3 défaites de suite avec 7 buts encaissés, dont 6 buts encaissés en 2 matchs. Et surtout, il ne marque plus. Très compliqué, franchement une défense gruyère pour moi. Amador et Lennon ne sont pas des défenseurs latéraux pour défendre, ce sont des contre-attaquants, des pistons. Je pense que l'idée, ce serait peut-être de passer sur une défense à 3 avec eux deux un petit peu plus haut et puis de permettre à Almiron et Miranchuk de jouer un peu plus axial tous les deux et en soutien de Emmanuel Latlas. Bon, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux. Je pense que de toute façon, ça passera par un changement de système et que ça ira mieux dans ce cas-là pour Atlanta. Du côté de Nashville, eh ben, ils arrivent en pleine confiance puisqu'ils ont mis une branlée. Il n'y a pas d'autre mot, on peut dire. Ils ont mis une branlée à Chicago. Ils leur ont mis 7-2 le week-end dernier. Un grand Annie Mukhtar et puis un grand Sam Surridge également. Hein. Eux deux, je crois, ils sont impliqués dans quasiment, je crois, tous les buts, 6 des 7 buts ou si je dis pas de bêtises, dans tous les buts. Mais Nashville à l'extérieur, c'est 4 défaites et une victoire seulement sur les 5 matchs qu'ils ont pu y jouer. Ils ont une moyenne de 2 buts encaissés à l'extérieur donc cette saison. Donc je pense qu'Atlanta à domicile dans le Benz qui va sonner creux, je pense qu'en plein milieu d'après-midi, alors s'il fait beau Atlanta, le stade il y aura un peu de monde mais je vois pas un stade plein, hein, surtout vu comme les supporters sont mécontents. Mais je vois quand même bien un match à but avec les deux équipes qui marquent. Plus de 2,5 buts. Et si je devais aller sur des joueurs décisifs, je dirais Sam Surridge ou Mukhtar, bien sûr, qui seront inévitables. Et du côté d'Atlanta, bah, ça va être plutôt du côté d'Almiron, Emmanuel Atlas. Almiron, c'est vrai qu'on se pose la question, il est vraiment pas au niveau, mais bon, c'est le tireur de penalty, donc à tout moment, il vous sort un but, voilà, sorti nulle part. Et ça reste quand même un joueur de qualité qui, pour le moment, sous-performe comme son équipe. Le deuxième match, ça sera Toronto qui va recevoir les Ravs à 22h30, donc samedi.
Toronto qui a joué cette nuit, contre Montréal, qui est allé jusqu'au tir au but, donc peut-être un peu de fatigue, mais ça reste quand même une équipe relativement plus solide, Toronto. Ils vont mieux malgré une défaite serrée contre NYCFC et cette défaite face à Montréal au tir au but où ils se sont fait égaliser à la 88e minute par Montréal. En face, on a les Revs qui vont beaucoup mieux, mais qui sont quand même dépendants, excusez-moi, de Carles Rill parce qu'il est impliqué dans 83% de leurs buts. Ils sont sur une série de 3 victoires de suite, mais ils marquent peu. Et Toronto reste solide, donc je vois quand même un match assez serré. Attention, mine de rien, Toronto va avoir enchaîné en midweek un match où ça a puisé dans les ressources. Et s'il y a un joueur que je devrais choisir comme étant décisif, ce sera bien sûr l'inévitable Carles Rill. À surveiller Ganago qui est un peu plus en vue depuis les dernières critiques qu'il y a eu et le coach qui avait dit que Ganago ne répondait pas aux attentes. Voilà, il est un peu mieux, donc je pense qu'on peut avoir un match sans trop de buts, mais avec un Carles Rill des grands soirs et Ganago qui peut être décisif. Le big match, et celui-ci, je vais pas le louper, c'est Columbus qui reçoit Charlotte à 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche. C'est clairement le plus gros match de cette journée. Columbus déroule, c'est l'équipe très en forme. Rossi est en feu. La semaine dernière, il marque pas, mais il touche 2 fois les montants et il est en vue totalement. Gazdag s'intègre plutôt bien. Schulte et sa défense sont solides. Arfston, j'aimais beaucoup ce joueur. Il est dans la saison de l'explosion avec Wilfried Nancy qui est en train de lui faire passer vraiment un palier, de le rendre comme un très gros prospect. Je pense que dès cet été, il va y avoir des clubs européens qui vont se positionner dessus. Columbus n'a jamais perdu contre Charlotte à domicile depuis que Charlotte existe. Donc en 4 matchs, c'est une victoire, 3 nuls. Mine de rien, c'est relativement serré. Et Charlotte a perdu la semaine dernière contre les Revs à domicile, alors que c'était une équipe qui était invaincue à domicile. Et ils ont pris que 4 points en 4 matchs à l'extérieur cette saison. Donc c'est quand même pas la même équipe à domicile à l'extérieur. Leur dernière victoire à l'extérieur, c'était une victoire vraiment à l'arraché contre Montréal 1-0. Où ils ont eu chaud tout le match. Et pour moi, le nul était mérité, voire même Montréal pouvait mériter mieux qu'un nul. Columbus reste favori, clairement. Même si vous regardez selon les bookmakers, je crois qu'ils ont une cote à 1,50, donc c'est vraiment déséquilibré. Je vois bien Rossi ou Arfston être décisif, mais je sais pas, je sens que c'est quand même un match où il n'y a jamais trop de buts, donc je pense qu'on peut avoir allez, un 2-1 pour Columbus ou 2-0, mais pas énormément de buts dans ce match. Il y a un autre match qui va se jouer à 1h30, donc dans la nuit de samedi à dimanche. C'est Montréal qui va recevoir Philadelphie. Montréal a gagné. Alors certes, match nul dans le temps réglementaire, mais ils ont gagné contre Toronto. Ça va leur donner de la confiance. Ils vont retrouver le Saputo Stadium. Euh, Franchement, je pense que cette équipe, avec Vrioni, va aller un peu mieux. Même mieux, parce qu'on voit hein, le but qu'il a mis cette nuit, c'est un but d'un attaquant de qualité. Espérons que la santé tienne. Montréal, mine de rien, c'est 0 but en 2 matchs à domicile et seulement 4 buts en 10 matchs, mais cette nuit ils en ont mis 2. Face à une équipe de Toronto qui est quand même relativement solide. Face à eux, par contre, c'est un morceau, hein, c'est Philadelphie qui est très solide malgré 2 défaites sur les 2 derniers matchs à l'extérieur. Moi, je pense que Philadelphie reste favori et je pense qu'ils peuvent tenir le clean sheet. Ça peut même être un match où ça fait un 0-0 et je vois bien Baribo marquer parce que Baribo, lors de son dernier match face à Montréal, il avait mis un doublé et il s'est repris au dernier match en marquant. Donc, heureux Baribo, mais priorité à Baribo pour moi, qui va être un joueur à surveiller du côté de Philadelphie. Un autre match qui va se jouer en même temps, c'est DC qui reçoit Colorado. Alors DC, c'est clairement la crise. Moi, je les voyais vraiment aller en playoff et je me rends compte qu'en fait, c'est une catastrophe. Et ouais, je me suis trompé clairement sur DC, mais bon, la saison est encore longue. En tout cas, ils n'avaient pas Benteke et Peglo la semaine dernière, donc c'était compliqué. Ils restent sur 5 défaites et une victoire sur leurs 6 derniers matchs. 5 points pris sur 15 à domicile. C'est clairement une équipe qui dépend des buts de Benteke et de Peglo qui amène beaucoup de danger. Gros déplacement en face pour les Rapids, mais comme partout, ils sont loin de tout. En fait, j'ai envie de vous dire, et même quand ils vont dans la conférence Ouest, ils sont loin de tout. C'est une équipe qui est quand même imprévisible, qui dépend de George Mihailovic, qui est impliqué dans 8 de leurs 14 buts. On a quand même 2 équipes qui sont dépendantes ici de leurs key players, c'est-à-dire Benteke, Peglo d'un côté et des exploits de Mihailovic de l'autre côté. Mais je donne quand même l'avantage aux Rapids qui sont dans une meilleure forme et qui vont tomber face à une défense gruyère. Je pense que Navarro peut se montrer et marquer, tout comme Mihailovic qui peut être à l'assist ou au but. Et puis si Benteke est absent, il faudra surveiller parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'infos. Je ne sais pas si mon DC est capable de marquer. Et même si Peglo en plus se rajoute à cette liste, je ne sais pas s'ils sont capables de marquer.
Donc je vois même possibilité de Colorado qui l'emporte ou Colorado ou nul. J'ai vu les cotes, elles me semblent totalement déséquilibrées à être autant en faveur de DC ce week-end. Donc un match à surveiller. On arrive à un morceau intéressant, c'est l'Inter Miami qui reçoit les Red Bull New York, pareil à 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Eh bien Miami, ça y est, 3 défaites de suite. Messi en panne sèche, une équipe qui est menée par un coach catastrophique, hein. Moi je pense que Mascherano, je pense que c'est du niveau, vous voyez, de Wayne Rooney. C'est un coach par défaut qui est vraiment pas un bon coach, hein. Pour moi, Mascherano, je pense qu'il finit pas la saison. Plus quand on voit comment il est critiqué par les supporters, le jeu assez pauvre que produit Miami. Faut dire que Miami, ils ont quand même des excellents jeunes joueurs. Il y a quand même mieux à faire avec cet effectif qui est quand même pléthorique avec beaucoup de qualité. Et ben Miami, voilà, s'est fait taper 3-1 cette nuit par Vancouver. Alors ils vont enchaîner un deuxième match à domicile de suite puisqu'ils ont joué hier à Miami et rejoué à Miami ce week-end contre les Red Bull New York. Mais on est quand même sur une équipe qui a pris 4 buts contre Dallas, qui s'est pris une remontada en 20 minutes, qu'on a pris 3 hier soir, donc 7 buts en 2 matchs. Mascherano, il n'y arrive pas. Et les Red Bull New York en face, ils arrivent avec quand même de gros doutes. Une équipe qui a du mal à battre à Montréal la semaine dernière et qui est catastrophique à l'extérieur. En 4 déplacements, c'est un but marqué, 3 encaissés. Heureusement, ils ont un grand Coronel et leur boucher derrière qui tiennent un peu la baraque. Je pense que Miami reste quand même favori, que l'équipe TIG va être réalignée par Mascherano parce que je pense qu'ils vont vouloir remonter la pente assez rapidement, hein. Il n'y a pas d'inquiétude non plus en championnat, ils sont encore bien. Mais voilà, c'est un match où je me garderai un peu d'aller forcément dessus, même si je pense que Miami va gagner, que Messi va s'y remettre à un moment, hein. Faut pas penser que Messi est complètement à la rue. Je pense que ça vient de l'équipe et de ce que Mascherano attend tout simplement. Et rien qu'à voir, hein, dans les conférences de presse comment Mascherano il est imbuvable, c'est vraiment pénible à moindre question. Il est hyper condescendant, donc voilà, écoutez, je pense que Miami reste quand même favori face au Red Bull New York qui ne sont pas du tout la même équipe à domicile ou à l'extérieur. On passe au match de 2h30 et sur la conférence Ouest principalement avec un Austin Minnesota. Austin va retrouver son terrain où ils sont quand même très solides cette saison avec seulement 2 buts encaissés en 5 réceptions, mais leur attaque, excusez-moi, a du mal puisqu'ils ont mis que 4 buts. On voit un Esteves, il cherche quand même la solution. L'autre jour, il avait mis Boukari sur le banc. Il remet Boukari. Uzuni a beaucoup de mal alors que voilà, il vient d'arriver. C'était le gros DP, 10 millions. Bah, comme Vasquez qui a du mal, 10 millions. Boukari, ouais, 10 millions. On est quand même sur une équipe qui a déboursé 30 millions pour son attaque, qui a beaucoup de mal à marquer des buts. Et en face, on a quand même Minnesota qui, après un gros début de saison, n'a plus gagné depuis 3 matchs. Ils ont marqué un seul but en 3 matchs. Yeboah touché à la cheville est incertain, donc je pense quand même que Austin est favori. Je les vois bien garder le clean sheet. Brandon Vasquez, qui était malade la semaine dernière, devrait être de retour. Je pense que Austin va l'emporter, mais je vois pas énormément de buts. Je pense qu'on peut être sur un match où il y a moins de 2,5 buts, une victoire 1-0 ou 2-0 de Austin, mais je n'irai pas sur un match avec beaucoup de buts, pardon. Et je pense voilà, que Austin va l'emporter avec un but peut-être de Brandon Vasquez, voilà, qui va revenir et qui est quand même le joueur phare de cette attaque, même s'il a du mal à marquer cette saison. À 2h30, on revient sur la côte Est. C'est Chicago qui reçoit Orlando. Chicago qui a pris une énorme gifle la semaine dernière en s'inclinant 7-2 sur la pelouse de Nashville. Et ils doivent rebondir à domicile. Voilà. C'est une équipe qui avait fait un bon début de saison, mais là ils sont sur 5 matchs sans victoire, 3 défaites, 2 nuls, 12 buts encaissés. Bon, avec les 7, c'est sûr que ça ajoute. Et quand même, je relativise parce qu'ils ont mis 6 buts. C'est une équipe qui marque tout le temps des buts, mais qui n'a pas encore gagné à domicile en 4 matchs. C'est 3 nuls, une défaite. Donc les voyants ne sont pas ouverts, hein, malgré un recrutement plutôt intéressant. Brady il tient la baraque comme il peut, mais quand on voit la semaine dernière, quand sa défense est aux abonnés absents, c'est compliqué. Je pense que c'est principalement la défense, le niveau, parce que l'attaque, Bamba, Kuiper, Zinkernagel, Gutiérrez, c'est quand même une équipe relativement intéressante. Mais en face, attention, c'est Orlando. Orlando qui est invaincu depuis 7 matchs, qui a encaissé que 4 buts pendant ces 7 matchs, et qu'on a mis 11. Et il reste sur 4 clean sheets de suite. Alors ils ont fait 3-0-0 avant de gagner la semaine dernière, mais c'est une équipe qui est vraiment solide.
une grosse défense, un grand gardien, vous le savez, hein, bah, Pedro Gallese, c'est vraiment le poulpe, comme on l'appelle. Et devant, bah, ils ont Pasalic, ils ont Muriel qui s'est réveillé cette saison, ils ont le jeune Freeman, le latéral, qui est très intéressant. Donc je vois bien Orlando aller s'imposer, moi, à Chicago. C'est une belle cote à tenter. Et Muriel ou Pasalic décisif. Donc je pense que Orlando va capitaliser. Ils sont à un match, je crois, du record de 5 matchs nuls à la suite. Donc c'est très intéressant également pour eux qui vont vouloir aller relever ce record. On passe à 3h15, donc dans la nuit de samedi à dimanche, ça va être un intéressant San Diego-Dallas. San Diego, mine de rien, qui avait fait un très très bon début de saison, on se disait, ouais, c'est le nouveau Saint-Louis, et là, coup d'arrêt. 3 défaites de suite en encaissant à chaque fois 3 buts. Ils ont une belle attaque, Dreyer, Lozano, c'est intéressant, mais c'est une équipe qui donne des buts, hein. Sur les derniers matchs, c'est vraiment des buts cadeaux, des pénaltys, des erreurs. CJ Dos Santos, c'est bon, mais il a fait une erreur il y a 2 matchs. Il est un peu lâché par sa défense au dernier match. Donc voilà, on va dire, ça rentre dans l'ordre de ce qui est une équipe d'expansion pour San Diego, pas d'inquiétude. Mais là, ils vont recevoir une équipe de Dallas. Écoutez, moi, Dallas, j'aime pas du tout en réel. Quand je les regarde, je me fais chier. C'est pas une belle équipe, mais quand on regarde où ils sont, c'est la meilleure équipe à l'extérieur de la conférence Ouest avec 12 points pris sur 18 possibles. Et ils ont déjà joué 6 matchs à l'extérieur sur 10. C'est un excellent bilan, hein. Pourtant, c'est une équipe, en fait, quand on les voit jouer, on se dit, oh, il faut chier ceux-là. Et ils ont fait une remontada à Miami en marquant 3 buts en 20 minutes avec Pedrinho qui est en train d'éclore et Lucho Acosta qui, mine de rien, est en forme. Donc je vois quand même un match à but avec deux équipes qui encaissent, qui sont joueuses. Un but des deux équipes, plus de 2,5 buts. Lucho ou Pedrinho décisif et de l'autre côté Dreyer ou Lozano. Je pense que c'est à peu près comme ça que ça va se passer. Mais je pense que Dallas peut encore aller faire une surprise et ne pas perdre à San Diego. Donc voilà pour le match de 3h15. Le match de 3h30, et là c'est la meilleure... alors pas la meilleure équipe de MLS parce que je pense que Columbus aujourd'hui est la meilleure équipe de MLS avec Cincinnati, mais c'est l'équipe la plus surprenante, c'est Vancouver qui reçoit Salt Lake. Vancouver qui a tapé aller-retour Miami, hein. Ils sont allés leur mettre 3-1 chez eux. Ils avaient gagné 2-0 à la maison. Brian White vient d'être élu joueur du mois d'avril et il a encore été incroyable cette nuit. Berhalter qui sera suspendu pour la finale de CONCACAF Champions Cup. Ça, c'est vraiment une connerie, hein. Il a accumulé 3 cartons durant la compétition. Il est suspendu pour la finale. Ça repart pas à zéro les compteurs. Je trouve ça complètement débile. Certainement leur meilleur joueur actuellement avec Brian White. Espérons qu'il retrouve Ryan Go qui apparemment repousse encore un petit peu son retour, donc on n'a vraiment pas de date de retour pour lui. Vancouver, à force, j'ai plus envie de dire que c'est une équipe qui surperforme. Collectivement, c'est une équipe qui est rodée. Sorensen, ce qu'il vient de mettre en place, c'est une dinguerie. C'est une équipe collectivement qui peut taper tout le monde. Quand je vois les individualités, je me dis, Pedro Vite arrive à maturité. Brian White, on se dit, il surperforme. Mais il est toujours bon, il marque tout le temps sa dizaine de buts en MLS. Berhalter, il est en train d'éclore. Donc, est-ce qu'il surperforme ou est-ce qu'il c'est qu'il est en train d'éclore? Moi, je pense qu'il est en train d'éclore. Kubas a toujours été le joueur de l'ombre, mais qui est un excellent joueur. Donc, en fait, c'est vrai que je suis très mitigé sur cette équipe parce que je peux pas utiliser le mot surperformance. Pour moi, c'est une équipe où il y a des individualités qui sont des bons joueurs de MLS, qui sont sublimés par le collectif. Et c'est une équipe qui, depuis leur premier match à domicile et leur défaite contre Chicago, c'est un nul et 3 victoires de suite avec seulement 2 buts encaissés à domicile et 10 marqués. On est sur une équipe en pleine confiance, mais qui va avoir fait un aller-retour à Miami, qui est l'endroit le plus éloigné de Vancouver. Et l'aller-retour va faire mal avec, je pense qu'ils ont fait une bonne fiesta dans la nuit pour fêter la qualification. Je pense que c'est une équipe qui peut faire tourner, qui, même en faisant tourner, peut être dangereuse. Ils vont recevoir Salt Lake, qui est une équipe qui est très imprévisible, très irrégulière. Soit ça gagne, soit ça perd. C'est 6 défaites, 4 victoires cette saison. Et ça va dépendre beaucoup de Diego Luna, puisqu'il est impliqué dans 6 de leurs 11 buts et que c'est un peu leur maestro. J'ai envie de croire que Vancouver peut enchaîner, même avec la fatigue du voyage et d'avoir fêté la victoire et la qualification en finale de CONCACAF Champions Cup. Ils restent chez eux très solides. Et c'est une équipe qui laissera pas passer le match, hein. Donc je vois bien Brian White encore être décisif, Berhalter aussi, ça possible. Et cette équipe de Vancouver, si c'est l'équipe type, je pense qu'ils peuvent caler au moins 2 buts contre Salt Lake et s'imposer en gardant le clean sheet, hein. Je vois bien, je sais pas pourquoi, 2-0 pour Vancouver dans ce match, avec, allez, soyons fous, Brian White, Berhalter qui sont buteurs. Le match suivant, surtout, c'est à 4h30, donc dimanche. C'est LAFC qui reçoit Houston.
LAFC, Bonga, enfin, enfin, Denis, tu es là, il est de retour aux affaires depuis 3 matchs avec 4 buts et 2 passes décisives. C'est une équipe qui a quand même plus encaissé qu'ils ont marqué cette saison, avec 16 buts encaissés en 10 matchs et seulement 15, et seulement, c'est déjà bien, il y a 15 marqués, mais à domicile, si on coupe à domicile, c'est 5 matchs et que 4 buts encaissés. Et leur bilan à domicile, toute compétition confondue avec la CONCACAF Champions Cup cette saison en 8 matchs, c'est 6 victoires, un nul, une seule défaite, 5 clean sheets, 4 buts encaissés, 11 marqués. Donc, on est clairement sur une équipe très solide à domicile à l'AFC. Houston, ils les ont battus début avril sur le score de 1-0 à domicile. Mais depuis, en fait, depuis qu'ils ont battu LAFC, Houston, ils sont invaincus avec 2 victoires, 2 nuls. Comme je vous le disais, c'est une équipe de Houston qui commence à prendre forme. Ben Olsen a mis en place ce qu'il devait mettre en place. C'est une équipe qui manque encore un peu de qualité, mais qui a Linger, Bassi, Arthur. En fait, ils ont une très grosse équipe devant pour moi. C'est des joueurs, vraiment, c'est que des bons joueurs de MLS. Et défensivement, c'est pareil. Escobar, Dorsey, Zviatchenko, c'est des joueurs, c'est des chiens de la casse. Et au but, ils ont Jonathan Bond qui a sorti son premier clean sheet la semaine dernière. Et depuis qu'il est là, ça gagne. Donc, même si en déplacement, c'est une équipe qui a pris que 3 points, c'est 3 nuls, une seule défaite. Ils ont mis 2 buts, ils en ont pris que 4. Donc, c'est une équipe qui est quand même compliquée à manœuvrer. Je vois quand même LAFC favori et l'emporter. Mais après, LAFC, je les vois marquer 2 buts parce qu'à domicile, c'est quand même une équipe qui a trouvé son rythme. Bouanga décisif, ça c'est sûr. Après, est-ce que Giroud va réussir à marquer un deuxième but? Je ne sais pas. En tout cas, Cengiz Ünder a fait une entrée très intéressante la semaine dernière. Donc, à voir si c'est lui ou Martinez qui va démarrer. Mais je pense qu'il va falloir surveiller Cengiz Ünder. Donc, je vois quand même LAFC favori à domicile, ce qui est logique. Mais Houston est vraiment, comme tout le temps avec Ben Olsen, une équipe qui est une épine dans le pied à manœuvrer. Le match qui va se jouer en même temps à 4h30, donc c'est San José qui reçoit Portland. Là, alors là, préparez les feux d'artifice. Je dis ça et ça se trouve, c'est un match qui va faire 0-0, mais j'y crois pas du tout. San José reste sur 3 défaites de suite. C'est quand même une équipe qui a encaissé 9 buts sur les 3 matchs sur leurs 3 défaites de suite. Mais ils marquent toujours. C'est quand même 5 buts marqués sur ces 3 matchs. Joseph Martinez est en grande forme avec 5 buts, une passe décisive en 3 matchs. À domicile, ils ont pris que 7 points par contre sur 18 possibles et ils ont déjà encaissé 10 buts. Mais ils en ont marqué 16. Donc vous voyez, c'est quand même une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui encaisse énormément. En face, c'est Portland, qui est une équipe très intéressante. Grosse force de frappe offensive. De toute façon, ils auraient trouvé Jonathan Rodriguez, qui est un excellent joueur, qui est décisif sur les 2 derniers matchs. Ils ont Santiago Moreno. Ils ont le choix devant soit Felipe Mora, soit Kevin Kelsey. Ils ont Pereira da Costa. Donc vraiment une belle armada. Ils sont invaincus depuis 7 matchs, 4 victoires, 3 nuls. Et ils ont mis 11 buts sur les 3 derniers matchs, mais ils en ont encaissé 7. En fait, là on est sur 2 équipes. C'est des équipes qui ont pas une vocation à défendre, mais qui a une vocation plutôt offensive à, allez, on marque un but de plus que l'adversaire. Donc c'est pour ça que pour moi, les 2 équipes vont marquer et je vois bien un festival de buts à un plus de 3,5 buts, soit un 3-1, soit un 2-2, soit un 4-3. Ça peut vraiment monter haut. Portland ou nul, la cote est vraiment sympa et je pense qu'ils sont même capables d'aller s'imposer à San José. Après, au niveau des joueurs décisifs, il y a tellement de possibilités. Anthony, j'ai oublié de le citer, peut être décisif. Santiago Moreno, en face, on a Joseph Martinez et Spinoza. Franchement, il y a énormément de joueurs décisifs, donc ça, c'est très compliqué d'en cibler un. Mais je vois un match-up plutôt intéressant pour les attaques, tout simplement, sur ces 2 équipes. Autre match qui va se jouer en même temps, c'est Seattle qui reçoit Saint-Louis. Seattle, ils ont enfin retrouvé leur solidité avec 3 matchs sans défaite, dont 2 clean sheets, et ça fait du bien. Ragan est absent, ça se ressent quand même un peu au dernier match parce que Kim Ki-hee, il a un peu une charrette. Mais ils vont retrouver Rusnak, enfin titulaire, puisqu'il est monté en puissance sur les derniers matchs. Ils n'ont pas voulu le risquer, la preuve, ils ont risqué Maurice, il s'est reblessé. Musovski, par contre, très très bon sur ces derniers matchs. Il remplace parfaitement Maurice. Et Jesus Ferreira, que j'ai critiqué un peu, revient bien, même s'il lui manque des stats au niveau de ses lignes de stats. Voilà, il est un peu en déficit, mais il revient bien dans le jeu. C'est très intéressant. Ils vont retrouver Roldan. Donc, une équipe qui est plutôt au complet. En face, Saint-Louis, 2 matchs nuls de suite. Ils ont stoppé l'hémorragie, mais ils ne gagnent pas parce qu'ils n'ont plus gagné depuis 6 matchs. Alors, ils ont fait 2 nuls sur les 2 derniers matchs, mais avant ça, c'est 4 défaites de suite. Par contre, à noter qui va être intéressant, c'est qu'ils retrouvent Lowen. Lowen qui est leur plaque tournante, qui va vraiment réguler le milieu de terrain et qui va peut-être libérer Hartel parce que Hartel, where are you mate? Cette saison, c'est un seul but en 10 matchs, 0 passe décisive, donc c'est vraiment inquiétant. Ce que je disais, en fait, le problème d'Hartel, c'est que pour moi, c'est un standing Lucho Acosta.
C'est top player MLS. C'est un joueur, même si autour c'est pas terrible, il est censé se balader. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette saison, tous les top players, il faut vraiment qu'ils soient au top du top pour performer. Regardez, même Messi, il a du mal à performer. Ça fait 3 matchs où il est pas décisif, même plus, je crois. Donc, en fait, ça m'intéresse parce que je me dis, en fait, la MLS progresse. C'est plus que c'est pas, on n'est plus au moment où, voilà, c'est le top player, il se balade, il marque ses buts, il fait ses passes D, c'est facile, il trouve les. Aujourd'hui, pour être performant en MLS, il faut vraiment que tu sois bon. Il suffit plus d'être un DP, d'être une ancienne gloire européenne ou d'être un très bon joueur en Europe. Aujourd'hui, la MLS, elle a vraiment progressé. Et je pense que les DP, aujourd'hui, c'est plus la promenade comme tu avais il y a 1 an ou 2. Et que bah, les niveaux, voilà, ils sont beaucoup plus hauts. Donc c'est pour ça. Donc Artel, par contre, j'attends quand même une réaction de sa part parce que pour moi, c'est top player en MLS. Et je pensais vraiment, je l'avais dit, hein, je voyais vraiment un joueur faire 10 buts, 10 passes D. Bon, il reste encore 20 matchs. Mais bah, le temps compte parce que là, il est mine de rien qu'à un seul but, 0 passe décisive en 10 matchs. Pour en revenir à Saint-Louis, c'est une équipe qui a fait 5 matchs à l'extérieur et qui a pris seulement 5 points. Une victoire contre les Galaxy qui est quand même en grande difficulté, qu'ils avaient battu 3-0. Mais sinon, c'est 5 buts pour et 5 contre. Donc ça reste quand même solide défensivement. Je vois Seattle rester favori, garder le clean sheet, c'est tout à fait faisable et dans leur corde avec un grand Stéphane Frey dans les buts. Donc victoire de Seattle pour moi et Rusnak décisif et pourquoi pas un but de Musovski qui est vraiment très intéressant dernièrement. Et on va passer au match du dimanche, donc NYCFC va recevoir Cincinnati à 21h dimanche, donc ça c'est un match qu'on va regarder qui va être très intéressant. NYCFC, c'est une équipe vraiment imprévisible, mais qui est très dépendante de Martinez devant, qui marque tous leurs buts tout simplement, et des exploits de Matt Freeze au but. Ils ont quand même pris que 4 buts en déplacement, donc c'est quand même intéressant et à domicile c'est un peu plus solide. On est une équipe où il n'y a pas grand chose à dire, franchement je vais vous le dire, à New York c'était une équipe qui ne m'intéresse pas du tout, j'aime pas du tout ce qu'ils produisent, c'est loin de ce que le City Group à mon avis veut dans ses équipes et on va plutôt s'intéresser à Cincinnati qui est invaincu depuis 6 matchs et ils sont à 5 victoires de suite. Donc c'est vraiment intéressant, invaincu depuis 3 matchs à l'extérieur, premier de la conférence, et on rappelle la conférence S c'est la plus relevée. Moi je vois Cincinnati favori, Evander Denki décisif, et je vois bien Cincinnati marquer 2 buts ou plus dans ce match. Parce que voilà, c'est une équipe qui me plaît et qui est pour moi avec Columbus la meilleure équipe de MLS, toutes confondues cette saison. Enfin, le dernier match qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi heure française, c'est SKC qui va recevoir les Galaxy, donc qui est en grande difficulté. Alors là, je vais vous le résumer, SKC plouf plouf et les Galaxy plouf plouf. Non, franchement, c'est deux équipes qui sont dans le dur. Je vois quand même SKC favori à domicile, mais à tout moment, si les Galaxy l'emportent, ça m'étonne pas parce que c'est une équipe qui est dans le dur, qui n'a pas son meilleur joueur, hein. On se rend compte quand même, vous voyez, je vais faire un parallèle, c'est un peu, vous voyez, Manchester City, comment ça a été dur sans Rodri, et bah regardez les Galaxy, comment c'est dur sans Ricky Puig. Voilà, donc je vois quand même un match où il va y avoir des buts, les deux équipes marquées. Et le joueur décisif que je vais dégager, c'est Joe Veljic, parce que c'est son ancienne équipe en face de LA Galaxy, il va jouer à domicile. Donc je vois bien Joe Veljic, et pour être fou, marquer 1 et 2 buts dans ce match. Donc voilà, on a fait le tour pour tous les match-ups et les actus MLS de cette semaine. Je vais vous faire un petit topo sur l'évolution du podcast. Enfin, donc on aura toujours l'épisode le jeudi qui sortira où je vous parle des actus MLS de la semaine et je vous présente un peu les match-ups, ce qui est intéressant pour moi ou non. Et le dimanche après-midi, dès que je pourrai bien sûr, et dès que mes collègues que je vous ai présentés sur X pourront, donc je vous refais l'équipe, hein. Il y a 8 de pique, il y a mon Fab avec qui j'avais fait les premières vidéos sur la MLS, on a QTN, donc l'expert Fantasy Sport sur Sora. On aura Flo Brasco qui est spécialiste de Saint-Louis et Garincha qui est à Montréal, qui va au Stade Saputo, donc c'est parfait, il pourra nous parler de l'ambiance à Montréal, des jeunes pépites parce que ça vous intéresse toujours et il amènera un œil un peu intéressant de scout sur les lives. Donc voilà, les lives auront lieu en général entre 16 et 18 heures le dimanche et en fait, si vous pouvez venir, vous venez, c'est super, on pourra interagir avec vous, mais quoi qu'il arrive, en fait, moi c'est plus, je veux faire un live pour que ce soit dispo pour interagir.
interagir, mais également pour amener du contenu sur les débriefs et éviter que je fasse les débriefs tout seul parce que c'est toujours intéressant d'avoir une personne qui met dans la contradiction, où on n'aura pas vu tous les mêmes matchs. Moi, je vais avoir peut-être vu 3 matchs dans la journée, j'aurais vu les résumés. Un autre aura vu 3 autres matchs, un autre 3 autres matchs, un autre un match, mais au moins c'est intéressant, on aura tous un avis différent. Et puis si on a vu les mêmes matchs, bon, on aura vu les mêmes matchs. Donc voilà, c'est plus dans le côté échange. Et cette partie live, je la mettrai sur le podcast. Donc si vous loupez le live, pas d'inquiétude, ce sera sur le podcast disponible pour le retrouver dans la semaine et l'écouter avant le week-end d'après. Eh bien écoutez, c'était encore avec un grand plaisir que je vous retrouvais de nouveau. Je vous tiens au courant sur les réseaux pour les lives. Alors je voudrais être calé avant de lancer et pas lancer ça au hasard et être en galère et que ce soit un peu merdique on va dire. Donc voilà, je vous tiens au courant. En tout cas, un grand plaisir. Vive la MLS, vive le football et à très bientôt dans MLS Time.